Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la notion d'énergie interne. Alors, dans la partie mécanique, on a vu un certain nombre de formes d'énergie, notamment donc l'énergie cinétique qu'on peut écrire à demi de mv carré, m étant la masse et v la vitesse du système, hein, donc ici le système par exemple une voiture. On a défini aussi l'énergie potentielle de pesanteur, hein, qui dépend de l'altitude du système par rapport à une référence, hein, 0, qui peut être par exemple le niveau de la mer. Si l'altitude du système varie, comme la petite pastille rouge ici, eh bien son énergie potentielle varie. On a vu aussi que l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, eh bien, était conservée pour un mouvement sans frottement. Alors évidemment, ici, on a le cas d'un pendule. Ce pendule, quand il n'y a pas de frottement, il va avoir un mouvement infini, et à chaque fois, donc, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont échangées l'une dans l'autre. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est, et lorsqu'il y a des frottements, que devient l'énergie, parfois qu'on appelle perdue? Alors on va regarder sur quelques exemples. Premier exemple, on reprend la voiture, elle roule, on arrête le moteur sur une route horizontale, que se passe-t-il? Bien évidemment, la voiture finit par s'arrêter. Alors question, que devient l'énergie perdue à cause des frottements? Donc on avait de l'énergie cinétique, puisqu'elle s'arrête, il n'y en a plus. Qu'est-elle devenue? Eh bien, elle se retrouve dans les pneus et dans la route qui se sont échauffés. Deuxième exemple, lorsqu'on se frotte les mains, de la même façon, l'énergie cinétique du mouvement se retrouve dans l'échauffement des mains. Alors, on peut retrouver le même genre de phénomène si l'énergie initiale se trouve sous une autre forme, c'est-à-dire pas forcément de l'énergie mécanique. Exemple de l'énergie électrique, fournie par une plaque électrique. Que devient cette énergie? Eh bien évidemment, elle se retrouve dans l'échauffement de la casserole et de son contenu, et éventuellement même sous forme d'énergie chimique si le contenu a été cuit. Alors, dans tous les cas, l'énergie se retrouve à l'intérieur du système, donc que ce soit la voiture, les mains ou la casserole et son contenu. Et c'est pour ça que ce type d'énergie, on va l'appeler l'énergie interne. Et on la notera grand U. Alors, que va regrouper cette énergie interne? Eh bien, elle va regrouper toutes les énergies microscopiques. Alors, à quoi ça correspond? Premièrement, l'énergie cinétique d'agitation, hein. Toute la matière est constituée soit d'atomes, soit de molécules, et ces atomes ou ces molécules vont être perpétuellement en mouvement. Deuxième type, les énergies potentielles d'interaction, toujours évidemment au niveau microscopique, c'est-à-dire entre atomes, entre molécules, ou entre ions par exemple. Donc deux types, l'énergie chimique, hein, qui va être liée aux liaisons intra, c'est-à-dire dans une molécule, donc pour former les liaisons dans la molécule, ou intermoléculaire entre les différentes molécules, comme par exemple la liaison hydrogène, comme on peut le voir en bas à droite. Deuxième type d'énergie potentielle, évidemment, l'énergie potentielle d'interaction nucléaire, c'est-à-dire évidemment les liaisons à l'intérieur du noyau de l'atome. Alors évidemment, dans la plupart des cas, on verra que ces deux types de liaisons peuvent ne pas intervenir. Alors comment calculer cette énergie interne? Eh bien, évidemment, on ne peut pas, parce qu'elle est beaucoup trop complexe, hein. Il faudrait additionner toutes les énergies cinétiques et potentielles de tous les constituants de la matière. Et on sait bien que le moindre petit gramme de matière contient des milliards et des milliards de constituants. Par contre, on va pouvoir, dans certains cas, calculer une variation d'énergie interne. Donc une variation, hein, ça correspond évidemment à l'énergie finale, c'est-à-dire après la transformation ou la modification, moins l'énergie avant cette modification. Alors, la relation qu'on va vous demander de connaître pour la terminale, c'est que pour un corps pur sous forme condensée, donc c'est-à-dire solide ou liquide, la variation d'énergie interne s'exprime par la relation ΔU, donc la variation d'énergie interne, qui est égale au produit de la masse par la capacité thermique massique multipliée par la variation de température. Alors on revient sur chacun de ces termes avec les unités. Alors la masse, évidemment, c'est la masse de notre système qui va être en kilogrammes, qui est l'unité du système international. La variation de température, tout comme pour la variation d'énergie interne, va correspondre à la température finale moins la température initiale. Alors on a mis ici en Kelvin, mais évidemment, comme c'est une variation de température, c'est-à-dire un écart, l'écart sera le même en degrés Celsius. Donc ce ne sera pas nécessaire
de convertir pour calculer ΔT. L'énergie, évidemment, elle, que ce soit une variation ou une énergie, c'est toujours en joules. Et on en déduit l'unité de la capacité thermique massive qui est en joules par kilogramme par Kelvin. Alors, à quoi correspond cette capacité thermique? Déjà, elle va dépendre, elle va être caractéristique du corps pur. C'est-à-dire que chaque corps pur va avoir une capacité thermique différente. Ensuite, quelle est sa signification? Eh bien, ça va être l'énergie, donc en joules, que l'on va devoir fournir pour augmenter d'1 degré une masse de 1 kg de ce corps. Alors, à titre indicatif, par exemple, pour l'eau, c'est 4180. Il faut fournir près de 4000 joules pour augmenter d'1 degré 1 kg de gramme d'eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt.